Le roman de Renard, 32e aventure. Comment Messire Chameau, le légat, fit sur la clameur d'Isengrin un savant discours qui ne fut pas compris de tout le monde, et du conseil secret des barons, dans lequel furent entendus Brichemer, Brin, Baussant, Plateau le daim et Cointereau le singe. Ce jour-là, parmi les conseillers du roi, se trouvait Messire Chameau, dont la cour estimait grandement la sagesse. Il était né de vers Constantinople, et l'apostole, qu'il aimait tendrement, l'avait envoyé de Lombardie au roi noble en qualité de légat. C'était un légiste de grande autorité. « Maître, lui dit le roi, avez-vous souvenir de cette clameur levée et accueillie dans vos contrées? Nous voudrions bien avoir, sur ce point, votre avis. » Le chameau prit alors aussitôt la parole. « Cher messire qui m'écoutez, il faut se reporter au décret de matrimoine violé, que tu dois d'abord examiner, et s'il est possible de purger, tu dois le graver ainsi en ta place, car grand méfait a été fait. La plainte doit être instruite. S'il s'avère que les faits sont constitués, le coupable devra payer une amende, et s'il refuse, il méritera la mort. Mais personne ne doit accuser inutilement Renard. Il avait une bonne conversation, et vous gardez vos baronnies à l'esprit, au lieu de vous soucier des royales. Alors vous n'êtes pas un bon roi. Parlez comme vous voulez. Ce que personne ne sait, mais ne veut plus dire. Ce discours fut accueilli par les barons de façon diverse. Les uns en murmurèrent, les autres s'en prirent à rire. Sire Noble seul conserva toute sa gravité. Écoutez-moi tous, barons et hauts seigneurs. Je vous donne à juger une question de délit amoureux. Vous aurez à décider d'abord si, pour prononcer condamnation, on peut admettre le témoignage de la personne qui eut part à la faute. Ces mots entendus, tous se lèvent et les plus sages bons en sortant du pavillon royal se formaient en conseil. Brichemer le cerf, comprenant la gravité de la cause, consentit à diriger la discussion. À sa droite se plaça Brin, l'ours, connu par sa haine contre Renard. À sa gauche, Baussant le sanglier. Ceux-ci n'avaient pas de parti pris. Ils ne voulaient écouter que droit et justice. Les voilà donc réunis, assis, et prêts à commencer l'instruction de l'affaire. Brichemer, ayant pris l'aveu de Baussant, commença à parler. « Seigneur, vous avez écouté la clameur d'Isengrin contre Renard. L'usage de notre cour, quand on lui vient demander la répression d'un forfait, est d'exiger la preuve par main triple. Tel, en effet, pourrait aujourd'hui même lever une clameur dont serait victime la bête la plus innocente. Venons au témoignage de Madame Hersant. C'est la femme épousée d'Isengrin. Elle habite avec lui, elle lui est entièrement soumise. Elle ne peut parler ou se taire, aller ou venir, sans le bon plaisir de son baron. Son témoignage ne peut donc suffire. Il faut en demander à l'accusateur de plus libre et de plus désintéressé. « Pardieu, Seigneur, dit alors Brin l'ours, je ne saurais, comme juge, approuver les paroles que vous venez d'entendre. Il ne s'agit pas ici d'un personnage obscur, ordinaire. Monseigneur le connétable a sans aucun doute le droit d'être cru sur parole. Oh, si le plaignant était un mauvais garçon, un larron faussier, un briseur de chemin, l'appui de sa femme ne serait pas à nos yeux d'un grand poids. Mais telle est l'autorité du nom d'Isengrin qu'il devrait en être cru, quand il n'aurait d'autre garant que sa parole lui-même. » Messire Brin, dit à son tour Baussant, a raison sans doute. Il n'est personne ici qui ne soit prêt à tout croire ce qu'avancera Monseigneur Isengrin. Mais ici, la véritable difficulté sera de décider quel est le plus croyable de celui qui affirme ou de celui qui nie. Si vous dites que le meilleur baron est Messire le connétable, Renard répondra que, pour ne pas occuper la même charge, il n'est pas moins loyal ni moins digne de confiance. Il ne faut pas ici considérer le mérite ou la dignité de la personne. Autrement, voyez ce qui arriverait. Chacun pourrait faire clameur en offrant sa femme pour garant. On dirait « un tel me doit 100 sous, ma femme l'atteste, donc la dette est réelle. » Et de fort honnêtes gens pourraient ainsi être condamnés. Non, jamais je n'approuverai pareille façon de procéder. Sire Brin, qu'il me permette de le dire, n'est pas ici dans le vrai, et je me tiens à l'avis de dame Brichemer. Il était impossible de parler d'une façon plus sage, plus judicieuse et plus vraie. Ici, Plastel le daim demanda à parler. La clameur porte sur autre chose encore. Isengrin accuse Renard de lui avoir enlevé ses provisions, d'avoir embrenné ses louveteaux, de les avoir battus, échevelés, appelés bâtards. Or, de pareils excès exigent une forte amende, si l'on ne veut pas qu'ils se renouvellent sans cesse. Vous dites vrai.
reprit Brun. Et je vais plus loin. Honte et déshonneur à qui prendra la défense de Renard. Comment on pourrait honnir un prud'homme et s'emparer de son bien comme de légitimes conquêtes, comme de fortunes trouvées ou de trésors perdus? Je plaindrais le roi s'il abandonnait ainsi la cause de ses barons. Mais après tout, je n'en serais pas autrement surpris. Car à tel morceau, telle cuillère, et le chat sait toujours bien quelle barbe il lèche. Je n'en dis rien de plus. Sinon que monseigneur le roi sauve sa grâce ne s'est pas fait beaucoup d'honneur en riant en dessous de la clameur d'Isengrin, et en prenant le parti d'un vil et méprisable flatteur tel que Renard. Laissez-moi, seigneur, à ce propos, vous raconter comment je fus un jour trompé moi-même par cet insigne fripon. L'histoire n'en sera pas longue. Renard avait fait la découverte d'un grand village nouvellement bâti. Il avait sur la lisière du bois reconnu la maison d'un vilain, abondamment garnie de bestiaux et de provisions. C'est elle qu'il choisit pour but de ses courses de nuit. Tous les jours, il rentrait à Maupertuis avec une de ses pauvres bêtes, après en avoir mangé sur les lieux une autre. Cela dura un mois entier. Enfin, le vilain, par voie de représailles, disposa ses chiens, cacha dans les chemins et dans chacune des allées du bois toutes sortes de pièges, collets, regibots, bourgeons, filets et trébuchets, si bien que Renard, serré de près, n'osa plus de quelque temps sortir du couvert et prendre le chemin de la ferme. Mais alors, il se souvint que ma grande prestance et mon allure imposante me faisaient partout reconnaître, tandis que sa taille courte et menue lui permettait d'échapper. Il pensa que si l'on nous surprenait de compagnie, on s'attacherait à moi de préférence, tandis qu'il esquiverait la recherche et la poursuite du vilain et de ses chiens. Et comme il savait que le miel est la chose que j'aime le mieux au monde, il vint à moi, il y aura 1 an, à la Saint-Jean. « À Sire Brun, me dit-il, que je sais un beau pot de miel. »« Où est-il ? Où est-il » demandai-je. « Et chez Constant Denois. Pourrais-je y mettre la tête ? Oui, vraiment, venez seulement avec moi. » Et dès la nuit suivante, nous étions à tâtonner le terrain pour arriver à la ferme. Nous avancions pas à pas, ne posant le pied qu'après avoir examiné si personne n'avait suivi la même trace. Nous trouvons le guichet ouvert. Nous pénétrons par la petite entrée, et pour ne rien aventurer, nous restons quelque temps sans mouvement dans les choux. Il était convenu que, d'abord, nous irions au pot, nous le briserions, nous mangerions le miel, et puis nous retournerions. Mais Renard, en passant devant le geôlier, ne put se tenir d'y monter et de jeter l'alarme parmi les poules. Elle pousse des cris aigus, le village s'émeut, les vilains courent de tous les côtés. On reconnaît Renard et chacun de huer, de courir à qui mieux sur lui. Vous comprenez qu'en ce moment j'ai éprouvé certaines inquiétudes. Je décampais au grand galop. Mais comme Renard savait bien mieux les détours et les retraites, ce qu'il avait ameuté me reconnaissant l'abandonnèrent aussitôt pour me fermer passage. Je le vis alors, le traître, gagner le large. Alors je lui demandai s'il pouvait bien me laisser seul dans l'embarras. Et il me répondit « Ma foi, beau sire Brun, chacun fait de son mieux. Je me sauve, le besoin fait vieille trotter. Allons, travaillez à vous tirer de là. Pourquoi n'avez-vous pas un cours si rapide et des éperons tranchants? C'est votre faute si les vilains viennent à vous mettre dans leur saloir. Entendez-vous leur vacarme? Si votre pelisse est trop chaude, comptez sur eux, ils vous en déchargeront. Quant à moi, je vais à la cuisine, pour préparer à votre intention la poularde que j'emporte. Mais j'oubliais, Brun, à quelle sauce la voulez-vous? Cela dit, le félon s'esquive et me laisse dans la presse. Fit-on jamais, dites-moi, plus odieux gabeur? Cependant, le bruit devient affreux. Les vilains me cernent, les chiens m'entourent. Je sens la dent des uns et la flèche des autres. Je comprends le danger et je me décide à le braver. Je reviens sur les matins. Je les mords, je les déchire, je les renverse l'un sur l'autre. Jamais chasseurs ne trouvèrent mieux à qui parler. Quoique percés de 100 flèches barbelées, les chiens n'osèrent me toucher. Et je contraignis les vilains à me laisser maître du champ de bataille. Mais ce ne fut que pour un instant. Tandis qu'aucun d'eux n'osait plus m'attendre, j'en atteignis un dont je me mis à découvert les entrailles pantelantes. Je labourai de mes pieds et de mes dents. Il poussa un dernier cri de détresse, quand par malheur un autre, arrivant par derrière, me décharge sur la nuque un coup de massue, qui me fait chanceler et tomber. Les chiens et les vilains de revenir à la charge. Je sens l'étreinte des dents, le fer des pieux, la pluie des pierres et des carreaux. Les matins tombaient, revenant sans cesse. Enfin, mon corps sanglant n'était plus qu'une blessure. Je pris le parti de regagner les bois. On osa me poursuivre. Je me dirigeai lentement vers le premier taillis, et de là me retrouvai bientôt au milieu de mes domaines. Tel est le beau service que Renard me rendit. Je ne prétends pas en faire clameur.
J'ai voulu seulement montrer par un exemple quelle était sa façon de procéder. Aujourd'hui, Isengrin porte plainte contre lui. L'autre jour, c'était Tieslin qui l'avait plumé traîtreusement et qu'il voulait mettre en lieu sûr. Tibère le chat le rend responsable de la queue qu'il a perdue, et Dame Mésange, sa propre commère, vous dira comment il voulut la dévorer en lui offrant comme un autre Judas le baiser de la paix. Il faut enfin réprimer tant de méfaits. C'est l'impunité qui seule a pu lui donner tant d'audace. À ce long discours, Bossan demande la permission de répondre en peu de mots. Sauf votre grâce, messire Brun, on ne peut terminer brusquement la cause dont nous avons à connaître. La clameur d'Isengrin n'a pas encore été rendue publique. Et certes, il faudrait une grande sagesse pour juger, suivant droit et raison, une affaire dans laquelle on n'aurait entendu que l'accusateur. Nous avons écouté la plainte, nous devons écouter la défense. Qui nous presse? Rome a-t-elle été faite en un jour? Et je ne parle pas dans l'intérêt de Renard ou dans celui d'Isengrin. Mais ne devons-nous pas tous souhaiter de prévenir une lutte publique devant la cour? Il faut tous les deux les interroger et les entendre. Quand Renard sera présent et que la cause sera débattue, nous verrons distinctement quelle amende il convient d'exiger de la partie coupable. Oui, dit Cointreau le singe, et le diable prenne ces gens pressés qui veulent juger sans attendre. Pour vous, Cointreau, répliqua Brun, vous n'étonnerez personne si vous êtes du parti de Renard. Vous avez le même genre de savoir-faire. Renard s'est déjà tiré de plusieurs mauvais pas. Il sortira de celui-ci pour peu qu'on s'en rapporte à vous. Eh bien, maître, répondit le singe en faisant une de ses plus belles mots, dites-nous au moins comment vous justifierez une sentence aussi précipitée. Par Saint-Richard, dit Brun, il n'y a pas de cour au monde où je ne sois prêt à déclarer que tout le mal vient de Renard et qu'Isengrin a raison de l'accuser. Avons-nous besoin de preuves quand la femme et le mari sont d'accord pour en demander justice? Il conviendrait donc de commencer par s'assurer de la personne du coupable, de l'amener pieds et poings liés, de le jeter en Chartres ou en geôle, de le battre et de le mutiler pour l'empêcher de jamais insulter d'autres nobles maltrônes. C'est ainsi que partout l'outrage est puni, et la répression du crime est sévère, même quand il s'agit d'une femme commune abandonnée. Se montrera-t-on plus indulgent quand la victime est une vertueuse et noble épouse qui ne se consolera jamais de l'insulte qu'elle a essuyée? Car enfin, il ne viendra dans l'esprit de personne qu'Isengrin eût levé cette clameur si l'offense n'était pas aussi claire que le jour, et quelle ne serait pas sa honte si, maintenant, on lui daignait justice. « Ma foi, répondit en ricanant Cointreau, il est singulier qu'on mette une sorte de point d'honneur à faire éclater aux yeux de tous sa propre honte. Mon Dieu, si Renard a fait ce qu'on lui reproche, à tout pécheur miséricorde, et notre devoir est d'accommoder les parties. Croyez-moi d'ailleurs, le loup n'est pas si grand qu'on le pense, et Renard ne le craint guère. Il sait que petite pluie a souvent abattu grand vent. Il viendra, j'en ai la conviction. Quant à messieurs Brun, en parlant aussi longuement, il a véritablement perdu belle occasion de se taire. Brichmer était de trop grand sens pour continuer ses querelleuses railleries. Résumons donc nettement le débat. Il dit au seigneur qu'il ne devait penser qu'à prendre jour pour accorder les parties. En effet, Renard a proposé de faire serment, il faut donc le sommer de tenir cet engagement. Aussi bien comme Bossan l'a sagement remarqué, ne peut-on tenir plaid à propos de meurtre ou de mortel outrage, tant que la question de fait n'est pas mise hors de doute. Et jusque-là, nous devons tenter d'accommoder la querelle. Mais il faut aller au-devant des surprises et malentendus. Une fois le serment fait, il peut arriver que le roi soit absent du pays. Alors, devant qui se tiendra l'assise? Il me semble que le chien de Frobert de la Fontaine pourrait être désigné comme justice. C'est une personne honnête, d'une piété exemplaire. Le choix serait approuvé de tout le monde. Cette proposition fut accueillie par un applaudissement général. La séance fut alors levée et les conseillers retournèrent vers le roi pour rendre compte de ce qu'on y avait résolu.